Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoireetcivilisation.com, offre à partir d'€1 par mois, sans engagement. Grands entretiens. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver cette semaine afin d'évoquer un sujet pour le moins décalé dans l'histoire de l'Allemagne des années 1930-1940. S'inspirant largement du modèle hollywoodien, le Troisième Reich met sur pied une véritable industrie du cinéma. Bien conscient du pouvoir de séduction, du pouvoir de fascination qu'opère le 7e art et naturellement les actrices sur le peuple, le pouvoir nazi produit des comédies romantiques, des mélodrames, des comédies musicales ou encore des films policiers. Quelle est donc cette politique culturelle, cinématographique ? Quel rôle joue le sombre Goebbels dans cette industrie ? Qui sont ces fameuses actrices ? Sont-elles manipulées par le pouvoir ou au contraire peuvent-elles laisser libre cours à leur propre art ? Doit-on parler finalement du cinéma nazi ou bien du cinéma à l'époque nazie, ce qui n'est pas la même chose? Autant de questions que je vais poser à Isabelle Mitti. Isabelle Mitti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé d'allemand, vous êtes docteur en études germaniques et vous venez de publier chez Perrin Les actrices du Troisième Reich, splendeur et misère des icônes du Hollywood nazi. Alors Isabelle Mitti, la première question que l'on se pose au fond, en se plongeant dans votre ouvrage, on a du mal à se dire que le nazisme, c'est aussi une industrie du divertissement et qui dure d'ailleurs jusqu'en 1945. Oui, effectivement, quand on pense cinéma du Troisième Reich, on pense tout de suite Leni Riefenstahl, on pense documentaire de propagande, on pense Juif Zus, on pense film antisémite et on ne pense absolument pas glamour, paillettes, vedettes, star system. Et pourtant, c'est finalement les films de Leni Riefenstahl ou les films antisémites sont l'arbre qui cache la forêt, puisque le cinéma du Troisième Reich a été édifié pour être une sorte de second Hollywood, pour être une usine à rêves, une fabrique d'illusions en quelque sorte, qui puisse rivaliser avec Hollywood, qui a été édifié d'ailleurs par deux personnalités, Hitler et Goebbels, pétri de cinéma hollywoodien. Donc c'est un cinéma qui a eu un très fort rayonnement dans lequel les stars et le cinéma de divertissement ont joué un rôle absolument déterminant du début jusqu'à la fin, avec plus on s'approchait de la catastrophe finale, justement une avalanche de films de plus en plus déconnectés de la réalité pour justement entretenir le moral de la population, le moral des troupes sur le front comme à l'arrière. Et on a complètement oublié cette dimension pourtant fondamentale en ne gardant finalement que les 10% de films propagandistes qui ont évidemment attiré l'attention des chercheurs dès l'après-guerre. Et toute la dimension de cinéma populaire, divertissement, a été finalement écartée alors qu'elle a continué à jouer un rôle absolument fondamental dans l'après-guerre, jusqu'à pas si longtemps d'ailleurs. Alors le divertissement existe, mais il doit avoir un sens, il doit être au service du peuple allemand ? Exactement. Quand Goebbels prend les manettes du ministère de la propagande, il fait un discours au milieu au petit monde du cinéma dès le mois de mars 1933 et il leur expose en quelque sorte sa vision programmatique. Donc il dit en gros, nous sommes là, nous n'allons pas partir, contrairement à ce que beaucoup pensaient, voire espéraient évidemment dans ce milieu. Et la révolution nationale va également s'appliquer au monde du cinéma. Mais il enchaîne en disant « Nous n'avons pas l'intention de faire table rase du divertissement. Il va falloir que le divertissement se mette au service de la cause nationale socialiste, sans toutefois que cela soit trop visible. » Les premières années, jusqu'à peu près en 1937, de l'exercice Goebbels, en tant que patron du cinéma, ne sont pas marquées
part de grands films de propagande. On reste finalement dans une dimension assez normale. Le public peut avoir l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mis à part quand même l'arianisation du cinéma et l'exode, la saignée en matière d'artistes juifs. Mais on continue avec des films de divertissement, des comédies, des mélodrames, des films d'amour, des films musicaux. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir, surtout à partir du moment où la guerre est déclarée, une offensive propagandiste de la part de Goebbels, pour repasser ensuite à partir de 43-44, au moment où il faut vraiment entretenir le moral des troupes, à nouveau dans beaucoup de divertissements pour faire rêver la population. On est surpris par le nombre. Vous écrivez « Jamais les studios ne furent soumis à un tel régime, jamais il n'y eut autant de magazines consacrés au cinéma et aux stars, jamais il n'y eut autant de vedettes ». Est-ce qu'on peut parler d'un âge d'or du cinéma allemand ? Alors, c'est toujours un petit peu difficile. Oui, c'est un terme ambigu, surtout quand on le met au regard du cinéma des années 20, qui a été le premier âge d'or, le cinéma expressionniste avec des noms comme Murnau, avec des noms comme Fritz Lang, etc., qui a été le premier âge d'or du cinéma allemand. Mais en termes de quantité de films produits, de star system, d'investissement financier dans le monde du cinéma, de marketing autour du cinéma, on peut dire que la période 1933-1945 n'a pas d'égal avant et après. C'est vraiment une sorte de parenthèse quasiment enchantée pour le monde du cinéma. Effectivement, si on met à part la saignée qu'a réalisé l'arianisation, mais jamais avant ni après, le cinéma allemand n'a bénéficié d'autant de moyens, d'autant d'attention de la part des politiques et également de la part du public, puisque c'est un moment où le public est allé en masse au cinéma, notamment pendant la guerre, et c'est quelque chose qui ne se reproduira jamais après. Donc, dans ce sens, on peut effectivement parler d'un certain âge d'or. Alors, venons-en à la politique cinématographique du Troisième Reich. Quelles sont les premières mesures qui sont prises par les autorités nazies dans le cinéma et quelles en sont les conséquences ? Vous avez déjà évoqué d'ailleurs l'arianisation. Oui, l'arianisation est évidemment la première mesure qui est mise en place. Goebbels, en fait, va faire main basse sur le cinéma et va donc éliminer tout ce qui ne rentre pas dans le cadre. Donc, ça commence évidemment par tous les artistes juifs ou non alignés. Donc on va avoir des départs de producteurs légendaires comme Erich Pommer, le légendaire producteur de la UFA, la plus grande société cinématographique allemande. On va avoir les frères Siodmak qui vont partir. On va avoir Billy Wilder qui va partir. On va avoir Fritz Lang également qui va partir. Donc ça c'est dès mars-avril 1933. Certains avaient déjà anticipé. Erich Pommer par exemple avait avait déjà signé un contrat avec un studio hollywoodien dès janvier 1933, sentant leur âge venir. On va avoir également des gens qui partent non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils ont des conjoints ou des conjointes juifs ou juives, comme Conrad Veidt, par exemple, qui ensuite fera la carrière que l'on connaît à Hollywood, où on lui fera d'ailleurs jouer, ironie du sort, des nazis. On va avoir donc voilà, toute une pléiade de scénaristes, réalisateurs, techniciens très connus. Ça, c'est la première chose véritablement visible quand on travaillait dans le cinéma à cette époque-là. Et puis, pour affermir son contrôle sur le cinéma allemand, puisque le but de Goebbels est de contrôler complètement l'appareil cinématographique, de la production des scénarios jusqu'à la réalisation et même jusqu'au final cut. Donc, on va déjà s'attacher les bonnes grâces du milieu du cinéma, donc ne pourront faire du cinéma que les gens qui auront, par exemple, fourni une sorte de certificat d'arianité et qui ne sont pas résolument opposés au régime. On va mettre en place une autorité de censure des scénarios. On va interdire la critique cinématographique et la remplacer par des éléments de langage qui seront communiqués par le ministère. Goebbels contrôlera le casting, contrôlera donc les scénarios en amont et en aval, et
se permettra d'ailleurs de réécrire un certain nombre de scénarios quand il juge qu'ils ne correspondent pas à la doxa. Donc toutes ces mesures mises en place entre 33, 34, 35 permettent déjà d'affermir un certain pouvoir, un certain contrôle sur l'appareil cinématographique, qui sera prolongé en 1937 et en 1942 par la nationalisation des sociétés de production. Ça va commencer en 1937 avec la UFA, la plus grande, la plus vieille des sociétés de production cinématographique. Et puis en 1942, ça va s'étendre à toutes les filiales des sociétés de production qui avaient jusqu'alors échappé au contrôle de Goebbels, à mesure de l'élargissement du Reich. Donc, par exemple, les filiales en Autriche, les filiales en Tchécoslovaquie. Ce qui fait que en 2 étapes, Goebbels va se rendre le maître absolu du cinéma allemand. Il va être le patron du plus gros studio du cinéma mondial, finalement, en contrôlant absolument toutes les étapes de la production cinématographique. Jusqu'à la critique, il intervient même dans les critiques de films. Il intervient absolument à tous les niveaux. Il décide du casting, il réécrit les scénarios, il soumet les éléments de langage, il va faire attribuer un certain nombre de labels ou de mentions à un certain nombre de films, pour le coup les plus propagandistes, pour orienter le goût du public. Donc il a vraiment une mainmise absolument totale sur le cinéma allemand. C'est lui qui fait et défait les carrières ? C'est lui qui fait et défait les carrières. Alors évidemment, on pense aux actrices. Hein. Il a des listes en fait. Il a des listes d'acteurs pour le casting des films. Alors la liste la plus importante pour lui, c'est la liste numéro 3 parce que c'est la liste des starlets dans laquelle il va allègrement piocher. Et en fonction des faveurs accordées, certaines actrices vont se voir décerner des rôles et vont pouvoir faire des carrières. En revanche, si elles se dérobent, il peut briser leur carrière. Mais ce contrôle ne se limite pas aux actrices. Hein. Il va par exemple exercer des pressions sur des stars qui sont mariées à des juives, par exemple. Hein. Les plus grandes stars du régime, stars masculines pour le coup, sont Hans Albers et Heinz Rühmann. Et Goebbels ne les lâchera pas tant que ces 2 stars, qui pour Hans Albers en plus est l'incarnation de l'arien, donc il est absolument inconcevable pour Goebbels que Hans Albers reste lié à une juive. Donc, il va faire pression pour que ces acteurs se séparent de leur conjointe, ce qui va effectivement avoir lieu. Ceux qui ne se soumettent pas à cet impératif vont le payer très cher. Un des acteurs, Joachim Gottschalk, par exemple, va se suicider avec toute sa famille en 1941. Il avait refusé jusqu'au dernier moment de divorcer de sa femme juive. Quand Goebbels lui annonce que sa femme et son fils vont être déportés à Theresienstadt, il se suicide avec toute sa famille. Donc les réalisateurs, effectivement, alors là on a les actrices le racontent très bien dans leurs autobiographies, il va les harceler pour réécrire un certain nombre de scènes pour qu'elles soient conformes à l'idéologie ou à un certain nombre d'impératifs géostratégiques, par exemple. C'est le cas du cuirassé Sébastopol, un film de 1937 avec Camilla Horn, qui va être complètement instrumentalisé pour en faire un instrument de propagande anti-bolchevique. Et Goebbels va faire réécrire des scènes entières. Le réalisateur s'arrache les cheveux, il faut retourner un certain nombre de scènes ou en post-synchronisé pour que le film réponde à l'impératif édicté par Hitler et Goebbels, parce que Hitler, pour le coup, pour ce film-là, avait mis son grain de sel. Donc voilà, personne n'échappe finalement à la volonté de Goebbels. C'est un personnage qui n'hésite pas à harceler, hein, vous le disiez, les starlets, harceler sexuellement. Vous évoquez notamment Anneliese Hulick, oui, qui refuse les faveurs. Il y a même l'épouse de Goebbels qui s'excuse auprès d'elle, mais c'est aussi un personnage qui tombe dans une forme de passion amoureuse pour Zara Lander.
Alors, pour Tsara Leander, il croyait pas à son talent au début. Il a essayé effectivement de flirter avec elle, comme on dirait aujourd'hui, de la séduire en utilisant tout un rituel qu'on a pu reconstituer en lisant les témoignages des actrices. Et quand on lit un certain nombre de témoignages, on voit qu'il avait mis en place tout un cérémonial pour approcher et ensuite séduire les actrices. Comme il était un grand consommateur de femmes, forcément, il y a beaucoup de témoignages. Donc, c'était d'ailleurs bizarrement, le profil de ces femmes ne correspondait absolument pas au profil arien. Goebbels préférait les femmes plutôt brunes, plutôt femmes fatales que donc par exemple une Christina Söderbaum, l'épouse de Veit Harlan, et celle qui correspond le plus physiquement au standard arien, ne l'intéressait pas du tout. Une Camilla Horn qui ressemblait un petit peu à Marlène Dietrich par exemple, donc qui était blonde, lui plaisait parce qu'elle avait cette espèce de côté vamp, cette espèce de côté séducteur qui lui plaisait beaucoup. Tsara Leander, c'était la plus grande vedette du cinéma allemand de l'époque, donc il a tenté sa chance également avec elle. Anneliese Ulich était le prototype, donc une toute jeune actrice de 20 ans, la femme élégante en devenir, une grande dame du cinéma en devenir, et effectivement, il a essayé de la séduire et il a essayé de briser sa carrière lorsqu'elle s'est dérobée à ses avances. Et le plus curieux dans ces histoires, c'est leur caractère public. C'était de notoriété publique. Le fait que Magda Goebbels s'excuse auprès de Anneliese Ulich peut sembler complètement fou aujourd'hui, mais elle était au courant de toutes ces passades, de tous ces rendez-vous. Elle savait qui avait accordé ses faveurs, qui les avait refusés. Et effectivement, dans le cas de Anneliese Ulich, qui s'est plainte à Hitler, l'épouse de Goebbels en personne s'est excusée auprès de la jeune actrice qui a pu par l'intercession de Magda Goebbels et de Hitler, continuer une carrière qui aurait autrement été brisée par Goebbels. Alors justement, nous n'avons pas évoqué Hitler. Est-ce que Hitler est cinéphile ? Est-ce qu'on peut le considérer comme cinéphile ? Hitler est un grand cinéphile, effectivement. C'est quelque chose qui n'est pas très, très, très connu. Hitler regarde des films de manière compulsive jusqu'à la guerre. Que ce soit à la chancellerie ou au Berghof, dans sa résidence des Alpes bavaroises. Il passe des soirées entières à regarder des films. Il peut en enchaîner 3, 4, 5. Et ce qui frappe, c'est l'éclectisme dans ses choix. C'est-à-dire qu'il aime, évidemment, les films hollywoodiens. Il aime les comédies, il aime les Laurel et Hardy, il aime les films de Mickey. Goebbels lui en offre, par exemple, pour son anniversaire en 1937. Il aime donc les films de revue avec beaucoup de John nu. Il adore, dans le cinéma allemand, quelque chose qui peut paraître assez ambivalent, il apprécie beaucoup Fritz Lang. Il aime beaucoup le film Les Nibelungen, et notamment le premier volet, La mort de Siegfried. Donc il aime des réalisations ou des films réalisés ou écrits par des juifs et dans lesquels jouent des juifs. C'est quelque chose qui est assez peu connu. Il exerce un contrôle sur le cinéma allemand, mais c'est plutôt Goebbels qui va ensuite, qui est aux manettes. Mais quand certains films échappent à Goebbels, c'est Hitler qui va attirer son attention sur ces films. Le cuirassé Sébastopol dont je parlais tout à l'heure, c'est Hitler qui a demandé, qui a fait une crise à Goebbels en disant que ce film n'était pas assez anti-bolchevique et qu'il allait falloir forcer le trait anti-bolchevique. Certains films vont être interdits sur ordre d'Hitler. C'est le cas de La vie peut être si belle en 1938, film qui était complètement, qui avait été un peu ignoré par Goebbels, qui était à cette époque-là dans des grosses difficultés sentimentales avec son grand amour tchèque, Lida Barova. Donc avec la rupture forcée, il n'avait pas eu le temps de s'occuper de ce film et c'est Hitler qui va du coup demander l'interdiction de ce film. Donc il a un rôle, et puis il a un rôle de commanditaire évidemment, alors de commanditaire de documentaire historique. Il n'interfère pas
pour faire produire des films de fiction, mais il commande des documentaires. Donc évidemment, là, on pense à Leni Riefenstahl. C'est lui qui a commandé, qui a en tout cas proposé le nom de Leni Riefenstahl. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Isabelle Mitti, auteure des Actrices du Troisième Reich, un ouvrage paru chez Perrin. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association, je vous y encourage. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix, ceci grâce à nos partenaires éditeurs. Alors, Isabelle Mitti, venons-en aux actrices. Les actrices, bien évidemment, ont une place toute particulière dans votre ouvrage. Il y a comme un jeu de séduction entre les autorités nazies et les actrices qui se met en place. On leur donne des traitements de faveur, on leur donne des privilèges, etc. Est-ce qu'elles sont contrôlées? Est-ce qu'elles sont manipulées? Elles sont manipulées dans la mesure où elles doivent être des figures d'identification dans ce cinéma de divertissement à valeur propagandiste sans que ça se voit trop. C'est-à-dire que ces stars sont recrutées pour édifier un véritable star system qui a une valeur politique dans un cinéma de divertissement fait pour édifier la population de manière assez pernicieuse, puisque Goebbels pense que la meilleure propagande est celle qui ne se voit pas, et donc si ça passe par le film de divertissement, par la comédie, par le film historique, et qu'un message conforme à la doxa est véhiculé dans des films de divertissement, ça aura plus de chances d'être reçu par la population que si c'est fait de manière trop directe, trop transparente, dans des films où on y va un peu avec des gros sabots. Donc, c'est dans ce sens que ces actrices vont être manipulées. Elles vont être à la fois source de rêves, de fantasmes, et elles vont également, parfois à leur corps défendant d'ailleurs, servir des scénarios qui offriront à la population des modèles. Elles vont avoir une certaine valeur normative. Elles vont montrer, par exemple, ce qu'est la femme sous le Troisième Reich. Donc, par exemple, les personnages de Sarah Leander vont souvent véhiculer. Enfin, là, je pense plutôt à son rôle dans le film qui a eu le plus gros succès sous le Troisième Reich, Un grand amour en 1942. Qui va en fait véhiculer le stéréotype de la femme fidèle à son compagnon, qui l'attend envers et contre tout et qui se mettra à son service et qui sacrifiera son propre bonheur et sa propre carrière pour le bien de l'homme et de la nation. Puisque son compagnon dans le film est un aviateur, est un pilote de la Luftwaffe, et en fait elle, qui est une star de la chanson, va sacrifier sa carrière pour se dévouer corps et âme à son beau lieutenant, qui lui-même est dévoué corps et âme à la nation. Donc à travers ce genre de personnages, à travers les personnages de Christina Söderbaum, donc la suédoise qui a vraiment le type arien, et qui elle en fait forme une espèce de comment dire, elle est toujours punie dans ses films parce que elle faute souvent. Alors soit elle est violée, soit elle a des rapports avec par exemple dans La Ville dorée, elle est séduite par un Tchèque. Donc elle commet un crime racial. Donc il va falloir la punir pour ça. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini avec Christina Söderbaum. Dans chaque film, ou presque, elle est un contre-exemple, et finalement, à travers elle, on va dire à la femme allemande ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Et comme ça passe par des mélos, par des films d'amour, etc., par les émotions et par les grands sentiments, ça passe beaucoup mieux que dans un film avec moult uniformes, croix gammée et chansons guerrières. Donc, à ce titre, effectivement, ces actrices sont instrumentalisées pour véhiculer une certaine doxa, et elles sont également instrumentalisées pour faire rêver. Vous dites ce sont des
catalyseur de réconfort, de rêve. Oui, ça c'est pendant la guerre et même avant la guerre, puisque donc le cinéma est devenu cette arme de distraction massive. C'est-à-dire qu'en faisant rêver la population par le cinéma, par ses stars sur lesquelles on projette espoir, fantasme, etc., on va acheter le consentement de la population. On va faire croire à la population que finalement pas grand-chose n'a changé par rapport à la période précédente, en tout cas pour les catégories de population qui ne sont pas visées par la persécution. On lui vend du rêve à la hollywoodienne finalement, et c'est du pain et des jeux. Et puis pendant la guerre, effectivement, ces stars vont devenir des figures de réconfort. Les soldats vont leur écrire, elles vont même limite avoir une valeur d'infirmière. Hein. Les soldats vont leur confier leurs peines dans des lettres, ils vont afficher leurs posters dans les bunkers. Est-ce qu'elles sont comparables du coup aux pin-up américaines? Mais c'est un petit peu le même processus. Hein. Alors on va pas afficher ou peindre leurs images sur les bombardiers allemands, mais par le biais des photos dédicacées et donc des images à punaiser sur un mur de bunker, effectivement, elles sont un catalyseur de rêve, comme l'ont été les pin-up pour les soldats hollywoodiens. Elles vont faire des tournées sur le front également. Elles vont aller chanter pour les soldats, elles vont aller faire du théâtre pour les soldats, donc elles vont aller leur remonter le moral, leur vendre un petit peu de rêve. Donc ça, c'est sur le front. Et puis à l'arrière, elles vont faire exactement la même chose avec la population civile. Qui sont ces femmes? Ce sont des opportunistes, des ambitieuses, des égoïstes, ou simplement des actrices qui veulent faire carrière? Un petit peu de tout ça. C'est difficile de faire un profil type. Évidemment, on a les carriéristes, d'abord les opportunistes. Ce sont essentiellement les étrangères. Donc Sarah Leander, la suédoise, Christina Söderbaum, suédoise également, Marika Rök, qui était hongroise, Lida Barova, qui était tchèque. Il faut savoir que pour une étrangère, la UFA, c'était la Mecque du cinéma dans les années 1930. Hein. Donc se voir proposer un contrat à la UFA, c'était décrocher le Graal en quelque sorte. Comme en plus les stars étaient choyées, se voyaient proposer des cachets absolument mirobolants, elles ne se sont pas posé beaucoup de questions. Elles ont signé un pacte faustien et elles ont fait carrière. Douglas Sirk, qui à l'époque s'appelait encore Detlef Zirk et qui a révélé Sarah Leander en 1937 dans Parramatta, bagne de femmes, qui va faire de Sarah Leander la locomotive du cinéma du Troisième Reich, dira après-guerre, Sarah Leander n'était ni nazie ni anti-nazie, elle voulait juste faire carrière. Elle est absolument paradigmatique de toutes ces stars étrangères, notamment, qui ne se sont pas posé beaucoup de questions et qui ont fait carrière sur le Troisième Reich parce que c'était là où on faisait les films techniquement les plus avancés en Europe. Et puis vous avez celles qui pensaient que le cauchemar serait de courte durée, donc qui ne sont pas parties en exil, mais qui, ayant été éduquées dans des milieux assez libéraux, ont vite compris qu'elles étaient dans un piège, que comme leur carrière était lancée, elles n'avaient pas spécialement intérêt à partir et qui se sont mis dans une bulle, dans une forme d'exil intérieur, qui ont essayé, c'était pas les plus grandes stars, hein, là je pense à Marianne Hoppe, à Brigitte Horney, et qui ont souvent fait des films assez peu propagandistes, tout en cherchant à se protéger et à faire le moins de compromissions possible. Et puis celles qui ont dû partir en 1939, je pense par exemple à Lillian Harvey, qui était la grande star de l'entre-deux-guerres, qui avait fait un petit passage à Hollywood de 1933 à 1935, qui est revenue en 1935 en Allemagne parce que les films qu'elle faisait en Allemagne étaient finalement plus intéressant que les films qu'elle faisait à Hollywood, et qui s'est rendu compte à partir de 1937-1938 dans quel gourbier elle était finalement, et qui a pris la fuite, qui a pris la poudre d'escampette parce qu'elle était poursuivie par la Gestapo en 1939 pour se réfugier en France. Donc on a un certain nombre de profils comme ça, c'est difficile de faire un profil type. Donc elles ont conscience, vous évoquiez le pacte faustien tout à l'heure d'une actrice, elles sont toutes conscientes du fait qu'elles puissent être et qu'elles sont au fond l'instrument d'une propagande certes déguisée, mais propagande tout de même.
Oui, pour celles qui ont fait des films avec quelques messages propagandistes. Une Marika Rök, par exemple, qui était danseuse et chanteuse hongroise, n'a fait que des films musicaux, des films de revue, donc du divertissement pur dans lesquels il y a très 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 peu de propagande. Enfin, il faut vraiment regarder, et c'est de la propagande au sens où c'est l'arme de distraction massive pour détourner l'attention de la population du quotidien. Donc par quelques chansons, effectivement, c'est regarde pas par ici, regarde pas par là, effectivement. Mais elle s'est raccrochée à l'argument après-guerre d'avoir fait des films de divertissement pur pour dire qu'elle ne s'était absolument pas compromise avec le régime, qu'elle n'avait pas véhiculé de propagande. Bon, effectivement, je pense qu'elle n'était pas complètement dupe, mais elle, comme Sarah Leander, ont systématiquement mis en avant leur apolitisme ou leur idiotie politique pour se justifier a posteriori d'avoir fait du cinéma et d'avoir été des stars sous le Troisième Reich. Et le public était derrière elle, de toute façon. Le public lui-même, qui avait apprécié ces films, ne voulait pas n'avait pas l'impression d'avoir participé à une vaste machinerie de distraction massive. Alors venons-en à la production cinématographique elle-même. On évoquait tout à l'heure le terme très ambigu, d'âge d'or. Est-ce que ce sont des films qui ont une valeur cinématographique quand on regarde l'histoire du cinéma du XXe siècle? Est-ce qu'on peut dire effectivement que, en dépit du message de propagande, ce sont des films qui, respectent les codes du cinéma, voire les transcendent? Ou au contraire, est-ce qu'on a affaire à une série de navets plus ou moins propagandistes avec des mélodramatiques sans gros intérêt, en fait? Il y a beaucoup de navets, on va pas se mentir, un certain nombre de films qui restent divertissants mais qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, qui valent surtout finalement pour la qualité de leur interprétation, pour l'abattage des stars qui pour beaucoup étaient issus du théâtre, ou pour leurs chansons qui sont encore très entraînantes et qui font partie du patrimoine musical allemand encore aujourd'hui, avec des reprises encore par des artistes contemporains. Il y a quelques chefs-d'œuvre, alors ça n'est pas la majorité des quelques 1100 films qui ont été produits entre 1933 et 1945. On peut citer notamment, alors certains sont un petit peu tombés dans l'oubli ou ne sont absolument pas connus en France. Ces noms sont encore un petit peu connus en Allemagne quand même, parce les films ont été diffusés jusque dans les années 90-2000. En fait, je me permets de vous arrêter parce que vous anticipez ma dernière question, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que au fond, 1945 ne constitue absolument pas une coupure dans la perception du cinéma de cette époque, et qu'il y a une forme de tradition. Ces films se maintiennent jusque dans les années 90, ce qui est complètement hallucinant quand on y pense. Oui. Ces films se sont maintenus, notamment avec l'essor de la télévision. Parce qu'il fallait bien projeter des films. Et qu'est-ce qu'on avait en stock ? On avait les films du Troisième Reich. Alors on a pris ceux qui étaient évidemment le moins propagandistes. On a pris les meilleurs films de divertissement. Alors pour faire la jonction avec la question précédente, par exemple les films qui imitent la screwball comedy, c'est-à-dire la comédie loufoque hollywoodienne des années 30 jusqu'au début des années 1940. Alors on a un film par exemple de Paul Martin en français, qui s'appelle Glückskinder, les Guélurons, avec Lillian Harvey, et qui est un remake du Frank de Capra, New York, Miami. Par exemple, on a les films de Willy Forst, qui est un Viennois, donc qui est une sorte de Ernst Lubitsch autrichien. Donc on a des films comme Allotria, on a des films comme 100 Viennois en 1942. C'est des films qui sont beaucoup passés à la télé dans les années 50, 60 et jusque dans les années 90, 2000, ou dans des cinéma-clubs dédiés au cinéma de cette époque. On a évidemment les aventures fantastiques du baron
baron de Munchausen, que les Français connaissent, un grand film, un blockbuster, on dirait aujourd'hui, en couleur, avec tout le gratin du Star System allemand de l'époque, à commencer par Hans Albers, et puis une pléiade d'actrices dont je parle dans le livre, comme Ilse Werner, par exemple, ou Brigitte Horney. On a tous les mélos en couleur flamboyant de Veit Harlan. Alors, ceux qui sont le moins propagandistes, alors, tous les films de Veit Harlan ont une dimension de propagande, mais ceux des années 43-44 sont beaucoup plus mélancoliques et passaient beaucoup mieux à la télévision. Il n'y avait pas d'uniforme, en tout cas beaucoup moins, et on sentait moins le message que dans le Jusus, par exemple. Donc, en plus, il y avait de la couleur, c'est réalisé de manière effectivement assez admirable, il faut le dire, sur le point de vue technique. Donc, voilà, tous ces films ont fait... alors, j'ai oublié aussi Helmut Keutner, qui est un grand réalisateur qui a continué sa carrière, d'ailleurs, dans l'après-guerre. La Paloma, par exemple, en 44, Sous les ponts, en 45. Et tous ces films, finalement, ont rempli des soirées entières à la télévision, en RFA comme en RDA, puisqu'en RDA aussi, on aimait beaucoup ce genre de film. Et un film qui est devenu un classique de Noël, le film de Noël qu'on passe encore dans les universités encore de nos jours, et c'est vraiment un rituel, enfin en période sans Covid évidemment, qui est Die Feuerzangenbowle, qui s'appelle ce diable de garçon, je crois, en français, et qui est vraiment un classique. Moi, je l'ai découvert en Allemagne à la fin des années 90, et ma première réaction, ça a été, mon Dieu, un film de 44, un film de l'ère nazie, et qui avait une dimension absolument culte chez tous mes camarades qui l'avaient vu, qu'ils étaient socialisés en RFA ou en RDA. Donc, j'ai compris à cette époque, effectivement, la seconde vie qu'avaient eu ces films dans l'après-guerre, par le biais de la télévision, et ça a fédéré plusieurs générations. Ça a fédéré, alors évidemment, la génération qui a connu la guerre a été ravie de retrouver sur le petit écran les stars qui l'avaient fait rêver, qui lui avaient fait qui lui avaient fait garder le moral pendant la guerre, et puis leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors aujourd'hui, ces films sont quand même beaucoup moins diffusés avec le changement de génération, mais ils ont eu une seconde carrière absolument phénoménale. Il y a des films historiques aussi. Oui, il y a beaucoup de films historiques, et c'était justement à travers eux qu'on faisait passer de manière pas trop transparente d'ailleurs un certain nombre de messages politiques. Donc Frédéric de Prusse. Les films sur Frédéric de Prusse, sur lesquels on projetait évidemment la figure d'Hitler, donc Le Grand Roi par exemple en 1942 de Veit Harlan, pendant la guerre de 7 ans, où on a l'impression qu'on a mis des morceaux de discours d'Hitler ou de Goebbels dans la bouche de Frédéric II. Il y en avait un autre aussi en 1935, Les Deux Rois de Steinhoff. On a pas mal de films justement sur la guerre de 7 ans. On a évidemment Le Juif d'Us, qui est un film historique en fait, qui est un blockbuster historique sur Joseph Zus Oppenheimer, qui était un proche du duc de Wurtemberg au XVIIIe siècle. Et par le truchement de ce film historique avec débauche de costumes et de stars, pour le coup, on a fait passer des messages absolument infâmes visant à préparer finalement la disparition totale des Juifs de l'espace public et la solution finale. Alors justement, quelle est la place sur ces 1100 films, quelle est la place de l'antisémitisme ? C'est essentiellement concentré sur la période 39-42. Le discours anti-juif de 1933 à 1939 est présent, mais vraiment en filigrane, notamment quand dans des films qui parlent du régime précédent de la République de Weimar. Donc vous avez toujours un homme de presse ou un politique sur lequel on va projeter un certain nombre de clichés antisémites pour discréditer complètement le régime de la République de Weimar. Mais c'est vraiment à la marge. Les grands films antisémites, dont Le Juif Zus est vraiment le sommet, c'est
1939-1942, le Juste c'est 1940, et ils sont vraiment minoritaires dans la production de cette époque. Et ils sont vraiment limités sur un temps extrêmement court qui va justement préparer la solution finale. Par un certain nombre de films, on a voulu préparer la population, un certain nombre de mesures qui allaient être mises en place à partir de 1940. Donc la solution finale, ou en tout cas la persécution systématique et la disparition des Juifs de l'espace public, et puis l'euthanasie aussi, avec le film de Wolfgang Liebenheiner, Suis-je un assassin, pour soutenir l'action T4. Et justement, le film n'a pas été bien reçu par la population, ce qui a contribué ensuite à la fin de l'action T4, avec évidemment l'action des églises par-dessus. Alors justement, quelle est la réaction, ou quelles sont les réactions du public face à ce cinéma? Est-ce que ce public ferme les yeux? Est-ce qu'il se laisse emporter? Est-ce qu'il, par le rêve, vous évoquiez tout à l'heure une échappatoire? Oui. Et dans ce sens, le grand dessein de Goebbels a marché à plein. C'est-à-dire que avant la guerre et pendant la guerre, le public va se ruer en masse dans les salles de cinéma. Les plus grands succès sont enregistrés justement à partir de la guerre, où on va avoir des chiffres de fréquentation absolument phénoménaux, pharaoniques, avec des films qui dépassent les 20 millions de spectateurs. Donc Un grand amour avec Sarah Leander qui fera 28 millions d'entrées, Le Juif Zu, c'est considérable. La population allemande, c'est 80 millions à l'époque. En plus, ces films étaient projetés sur tout le territoire du Reich agrandi, donc encore plus, effectivement, puisque ces films étaient montrés aussi en France occupée, en Tchécoslovaquie, en Pologne, donc ça touche des millions et des millions de gens. Le Juif Zu a été un succès partout où il a été montré, y compris en France. C'est aussi le rôle de ce Star System, justement, d'exporter le plus possible ces films dans les zones conquises et occupées, pour aussi toucher le public occupé et rapporter des devises, parce qu'il ne faut pas oublier que ce cinéma demeure une industrie et donc assujetti à l'obligation de rapporter des devises à l'Allemagne nazie. Effectivement, c'est un cinéma qui a eu un succès vraiment monumental. Goebbels bougonne beaucoup dans son journal sur son cinéma. Alors, il le trouve trop cher, parfois pas assez efficace. Il peste devant les salaires mirobolants des stars, devant les exigences des réalisateurs, devant parfois l'absence de qualité. La qualité étant quelque chose qui était très, très, très importante à ses yeux. Dans la guerre culturelle contre Hollywood, justement, il avait toujours Hollywood en ligne de mire. Il fallait que le cinéma allemand se mette à la hauteur du cinéma hollywoodien et le dépasse, mais le public, lui, a suivi. Et le public a fait un triomphe à presque tous les films de Veit Harlan, donc le plus grand réalisateur propagandiste du Troisième Reich. Les films de Sarah Leander, pour beaucoup, ont été des très grands succès. Les aventures fantastiques du baron de Munchausen, qui a été fait pour les 25 ans de la UFA, a été aussi un très très grand succès. Donc il y a un certain nombre de films comme ça qui dépassent les 10 millions, 20 millions de vues. Effectivement, ce n'est pas quelque chose auquel on pense quand on pense cinéma de cette époque. Sans mauvais jeu de mots, le public ferme les yeux devant cette propagande. Le public a fermé les yeux, comme un certain nombre d'actrices et d'acteurs, effectivement. Faut-il parler du cinéma nazi ou bien du cinéma à l'époque nazie? Parce que, en fait, vous l'avez largement évoqué, c'est-à-dire qu'il y aura ce cinéma va perdurer, va vivre ou revivre une seconde vie juste après-guerre, et ceci jusque dans les années 90. Donc, est-ce qu'il faut sortir ce cinéma de sa gangue de propagande, ou au fond le voir comme un instrument d'un des régimes les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité? Il faut continuer à le voir comme un instrument, comme une arme de distraction massive. D'ailleurs, un certain nombre, quand vous allez sur le portail cinématographique allemand, filmportal.de, sur les films de cette époque, il y a toujours un petit chapeau qui vous rappelle que les films de cette époque ont été produits dans un certain contexte, où tout était contrôlé d'en haut.
Donc il faut jamais oublier cet élément quand on regarde un film produit entre 1933 et 1945, même si le film en question est un pur film de divertissement sans propagande, mais qui servait quand même un dessein politique, on l'a vu, puisque on achetait le consentement des masses. Je préfère parler de cinéma de l'ère nazie plutôt que de cinéma nazi pour ma part. Donc sur les 1100 films produits à cette époque-là, il y en a vraiment 10% qui correspondent vraiment à la dénomination film propagandiste. Tout le reste, c'est effectivement essentiellement du divertissement dans lequel on instille de temps en temps un petit peu de propagande par-ci par-là. Il y a aussi énormément de films où il n'y a absolument aucune once de propagande. Et des doctrinaires comme Alfred Rosenberg, par exemple, déplorait lui-même que la révolution culturelle nazie n'ait pas profondément bouleversé le cinéma. Alors si Alfred Rosenberg disait ça en 1938, je pense que effectivement on peut affirmer que le cinéma allemand de cette période n'est pas complètement nazi. Certains films sont des films nazis, effectivement. Donc le Juifs est un film nazi. Un certain nombre de films de Veit Harlan sont des films nazis. Mais je pense que ça serait trop généralisé que de réduire toute cette production pléthorique sous l'épithète film de l'ère nazie. Enfin, film nazi. Je préfère donc, pour ma part, parler de film du Troisième Reich ou film de l'ère nazie. Et on peut en regarder encore un certain nombre, vraiment pour se divertir et pour se rendre compte de la qualité technique et esthétique atteinte par un certain nombre de films de cette époque. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Mitti d'être venue au micro de Storia Voce. Les actrices du Troisième Reich, splendeur et misère des icônes du Hollywood nazi, un ouvrage paru chez Perrin. Merci beaucoup. Merci. Il me reste à vous remercier aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.